Salut tout le monde, je suis le Tropper, et si j'ai bien géré mon coup, cette vidéo est monétisée. C'est-à-dire qu'en échange d'un espace publicitaire en début de vidéo et à la fin, et peut-être au milieu si je me sens pousser des ailes, les annonceurs versent de l'argent à YouTube qui m'en redistribue un pourcentage. Si vous avez vu une pub avant cette vidéo, vous m'avez fait gagner de l'argent. Tu comptes amener un sujet avec cette intro? Non. Je voulais juste me vanter parce que j'amasse la bonne grosse moula. Le fric est omniprésent dans nos sociétés modernes, on l'utilise tous les jours en échange de biens et de services. Ce n'est donc pas étonnant qu'il se retrouve au centre de nombre des histoires qu'on crée, voire que les considérations pécuniaires définissent la façon dont on les crée. Par exemple, si j'avais un budget plus conséquent, je ne tournerais pas devant un vieux bout de tissu noir tendu par des pinces à linge dans mon 15 m² où j'ai dû mettre mon clic-clac debout pour faire de la place. Le problème avec les choses qu'on utilise quotidiennement et qui nous semblent acquises, c'est qu'on a tendance à oublier d'où elles viennent et comment elles fonctionnent vraiment. Alors avant de parler de trop plier aux flouze, on va se poser cette question. C'est quoi la thune ? Une monnaie est un instrument de paiement soumis à une unité de lieu et une unité de temps. C'est pour ça que si vous essayez d'acheter un bol de ramen avec un billet de 100 francs au Japon, vous risquez de repartir avec l'estomac vide et l'air con. La monnaie remplit 3 fonctions. D'abord, c'est une unité de compte, c'est-à-dire qu'elle permet de mesurer la valeur des choses. Avant d'adopter une monnaie, beaucoup de sociétés pratiquaient le troc, ce qui est très bien quand tu échanges 3 poules contre une chèvre, mais si un âne coûte 4 poules, alors il me faut 3 quarts de chèvre pour en acheter un. Ça devient très vite compliqué et ça implique beaucoup trop d'animaux découpés pour que ça soit pratique. Donc on utilise la monnaie comme unité de compte. Une poule vaut 10 coquillages, une chèvre en vaut 30, un âne 40. Deuxièmement, la monnaie est un intermédiaire des échanges. Dans le cas précédent, avec le troc, la chèvre a beau valoir 3 poules, si le mec avec qui j'échange n'a pas besoin de poules au moment de l'échange, mais d'un magnifique poster de Justin Timberlake torse nu, la chèvre, je peux m'asseoir dessus. Enfin non, je peux pas, parce que c'est pas ma chèvre. Rappelez-vous, il ne faut pas s'asseoir sur la chèvre d'autrui. C'est pas poli ni gentil. En utilisant une monnaie qui sert d'intermédiaire, je lui donne 30 coquillages qui, en eux-mêmes, n'ont aucune valeur à ses yeux, mais lui permettront d'obtenir le poster de ses rêves. Et moi, je peux avoir la chèvre de mes rêves. Et je viens de réaliser à quel point ce que je viens de dire peut être mal interprété. Non mais c'est vous aussi qui avez un peu l'esprit, le cucu, tout de suite. Finalement, la monnaie est une réserve de valeur, elle permet la création d'épargne et de dettes dans le temps. En effet, c'est difficile de mettre des poules de côté en attendant d'en avoir assez pour acheter une chèvre. Déjà parce que ça tient pas en place ces bêtes-là et que ce sont des êtres vivants, donc si tu les enfermes dans un coffre-fort, ils sont vite moins vivants. La monnaie permet d'accumuler de la richesse qui, en théorie, ne perd pas de valeur avec le temps. Dans les faits, elle perd constamment en valeur à cause de l'inflation, mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué pour que j'explique rapidement sans dire de conneries. Et s'il y a une leçon que je peux vous donner dans la vie, c'est que quand on sait pas, il vaut mieux fermer sa gueule. Parlons plutôt de l'évolution du PS dans l'histoire. Le problème principal avec le fait d'utiliser des coquillages ou des petits galets comme monnaie, c'est que n'importe qui peut aller en ramasser sur la plage et causer une inflation démentielle, ce qui n'est pas cool. En effet, plus il y a de coquillages en circulation, moins chaque coquillage a de valeur individuellement, et donc plus il faut de coquillages pour acheter des choses. Et tu as beau avoir très envie de ta chèvre, c'est compliqué de se trimballer une brouette de coquillages pour te la payer. Alors pour contrôler ce souci, on a vite compris qu'il fallait limiter la quantité de monnaie en circulation. Pour faire ça, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, utiliser une matière relativement rare. Par exemple, le sel a longtemps servi de monnaie, notamment pour payer les légionnaires romains. C'est de là que vient le mot salaire. Évidemment, de nos jours, le sel est beaucoup plus commun, on le trouve en abondance chez les fans de Star Wars. Très tôt également, les métaux ont servi de monnaie, étant rares à l'état naturel et facilement divisibles en unités de poids ou de taille. D'ailleurs, la livre est une unité de poids avant d'être une monnaie, qui elle est basée sur le poids d'une livre d'argent. C'est pour ça qu'on parle d'argent pour désigner la monnaie. C'est fou ce qu'on apprend aujourd'hui. Plein d'anecdotes pour vos dîners mondains. De là, l'évolution suivante était la pièce de monnaie. Une unité faite de métal avec un seul poids, une seule forme et un motif frappé sur une ou deux faces. En frappant sa monnaie, un état obtenait un contrôle sur l'économie. À partir de là, on commence à avoir des monnaies avec plusieurs devises qui permettent de faciliter les petites transactions. C'est pas pratique d'acheter 100 chèvres avec une pièce en or, alors on introduit des pièces en cuivre qui valent 1 centième de pièce d'or pour acheter une chèvre à la fois. Et bordel, c'est quoi mon problème avec les chèvres aujourd'hui ? Après les pièces, on a créé des billets qui n'ont pas la valeur intrinsèque qu'ils représentent. Une pièce d'or vaut une pièce d'or, elle a la valeur du métal, mais un billet de même valeur n'est qu'un bout de papier en soi. À partir du billet, la monnaie entre dans le royaume de l'abstrait. Contrairement aux pièces, sa valeur ne tient qu'à la bonne volonté des personnes qui acceptent de l'utiliser. Il faut que les gens soient d'accord pour accepter que ce bout de papier insignifiant est équivalent à de magnifiques pièces de métal. Là où une pièce peut être fondue pour en récupérer la matière première, quand on brûle un billet, on n'a plus rien. Mais jusque-là, le billet reste attaché à une valeur concrète. Jusqu'en 1971, où Nixon décide d'abandonner l'étalon or pour le dollar. Jusque-là, le dollar était basé sur les réserves d'or existantes. Depuis, la monnaie est majoritairement imaginaire, dans le sens que sa valeur ne se rapporte à rien de concret. D'ailleurs, la majorité de l'argent en circulation aujourd'hui n'existe pas physiquement. C'est juste des 1 et des 0. À la fin du mois, c'est plus souvent des 0 que des 1. J'adore l'humour.
Donc pour qu'une monnaie fonctionne aujourd'hui, il faut juste que deux personnes se mettent d'accord pour l'utiliser et lui donner une valeur. Et oui, n'importe qui peut frapper sa propre monnaie à condition qu'elle ne soit pas une contrefaçon de la monnaie officielle de l'État. N'importe qui. N'importe qui ? 2 secondes. Je vous présente le Tropsou d'étain. Je l'ai fait en étain parce que c'est pas cher et que ça fond à basse température. Vous aimez le Tropsou. Vous voulez le Tropsou. Bof. On se retrouve en fin de vidéo pour savoir comment vous pouvez en obtenir. Mais maintenant on va parler de quelques tropes en rapport avec les pépettes. Évidemment il y a beaucoup trop de tropes sur l'oseille pour que je les aborde tous, donc je vous ai fait une petite sélection dont vous me direz des nouvelles. Quand un personnage reçoit un paiement en pièces, son premier réflexe est de les croquer pour vérifier si elles sont vraies. Et ce trope est inspiré de la réalité, les gens faisaient vraiment ça pour s'assurer qu'une pièce était bien en or. Sauf qu'il est souvent mal utilisé, donc avant de l'inclure dans vos histoires, on va voir pourquoi les gens croquaient les pièces. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le but c'est de voir si la pièce est molle, parce que oui, l'or est un métal mou, donc si on peut y laisser des marques dedans, il y a de bonnes chances pour qu'il soit pur. Sauf si c'est une pièce avec un cœur en plomb, ce qui était assez commun dans les contrefaçons. Dans ces cas-là, justement, vu que les pièces étaient rarement faites en or pur, mais plus souvent en alliage, qui les rendait plus dures, on les croquait pour voir si elles n'étaient pas marquées par les dents. Donc oui, les deux versions sont valables, avec ou sans marque dedans, mais il faut savoir dans quel cas les utiliser. Mais un personnage qui s'y connaît vraiment devrait tester l'or d'une autre façon. Par exemple, comme l'or a tendance à rester froid plus longtemps que les autres métaux au contact de la peau, un expert saura l'identifier à l'aide de sa langue ou de ses lèvres grâce au changement de température. Et un test bien plus efficace encore, c'est celui de l'acide. Les métaux nobles, comme l'or, ne sont pas affectés par les acides forts. Une goutte d'acide nitrique ne leur fait rien. Si au contraire l'acide laisse des traces, c'est une contrefaçon. Un autre trope similaire, c'est celui du personnage qui fait ceci avec une liasse de billets. Le compte y est. Et oui, c'est complètement débile. Ou alors très impressionnant, y a pas d'entre-deux là. Par contre, ça peut être justifié si, comme dans le trope précédent, c'est utilisé pour détecter des faux. Très souvent, les faux billets sont faits dans un autre matériau que les vrais, ce qui peut s'entendre. Comme cela par exemple, c'est du papier d'imprimerie. Faux billet. Vrai billet. Oui, je vous ai menti. La moula ne coule pas à flot. Tout est faux. Envoyez vos dons sur mon Utip. Le trope suivant est limite une erreur, mais il est très répandu, surtout dans le jeu vidéo. Un personnage rentre dans une taverne après une longue quête, épuisé et assoiffé. Il commande une grande pinte de cervoise et le tenancier lui répond « Une pièce d'or, voyageur !» Alors, non. En fantasy et même en fiction historique, on a tendance à considérer la pièce d'or comme l'unité de base de toute transaction. Mais jamais un truc aussi basique qu'une bière dans une taverne ne vaudra une pièce d'or. La pièce d'or, c'est l'équivalent du billet de 500 €. Il y a des gens qui passent leur vie sans jamais en voir une. C'est pas une piécette qu'on balance comme ça, c'est plutôt un mois de salaire. Alors ça peut être justifié si dans l'univers de l'histoire on trouve de l'or dans les hautes herbes et même les monstres en font tomber quand on les tue. Si l'or n'est plus rare, sa valeur est dévaluée. Mais si ça n'est pas établi, n'oubliez pas qu'une pièce d'or c'est de la grosse tunasse, la grosse moula. D'ailleurs c'est un trope de jeu vidéo qui me fait délirer, même s'il est plus lié au gameplay qu'à la narration, mais l'idée que les grosses araignées qui traînent dans les donjons se baladent avec des petites pièces d'or, je trouve ça très drôle. J'imagine les araignées économisées pour s'acheter une maison à la campagne. Gertrude la Tarentule a été tuée par un aventurier à 2 jours de la retraite. Il lui manquait 2 pièces d'or sur son PEL pour aller s'acheter une maison à Luxeuil-les-Bains. Est-ce que les araignées géantes peuvent ouvrir un PEL ? Ouais, je demande à ma banquière. Finalement, un trope qui est très utile mais qu'il peut être intéressant de subvertir, c'est celui de la monnaie unique. Très souvent l'or en fantasy ou les crédits en science-fiction. Dans la vraie vie, il y a plein de monnaies en circulation, il faut gérer les taux de change, l'inflation et plein de petits facteurs un peu chiants. Mais en fiction, on peut dire qu'il y a qu'une seule monnaie, que tout le monde utilise, que sa valeur est fixe, et on s'emmerde pas. Mais je pense que ça peut être intéressant d'intégrer différentes monnaies dans une histoire. Ça peut créer des obstacles originaux, genre les aventuriers viennent de finir une quête et ils sont payés avec une monnaie qui n'a pas cours dans leur pays. Du coup ils doivent partir dans une autre quête pour aller la changer. Faut aller dans un royaume lointain où on acceptera d'échanger cette monnaie contre de l'or ou je sais pas quoi. Mais l'important c'est qu'on est parti pour plus d'aventures et que c'est justifié. Et par exemple, l'utilisation de monnaies différentes est à la base de l'histoire de Picsou, dans l'œuvre de Don Rosa. S'il n'avait pas été payé avec $1 pour son premier travail en Écosse, le jeune Balthazar n'aurait peut-être jamais décidé de ne plus se laisser avoir et de travailler dur pour devenir le canard le plus riche du monde, qui vaut des milliards en or, en dollars. Ouh. Maintenant revenons-en à notre Tropsou, la monnaie la plus chamée du marché. Rappelle-moi de virer l'équipe marketing. L'équipe marketing. Oh. Alors bonne nouvelle, vous allez pouvoir gagner des Tropsous. Si, c'est une bonne nouvelle. Qui ne veut pas de cette incroyable monnaie? Alors si vous souhaitez réaliser votre rêve le plus fou et recevoir un Tropsou, vous avez de la chance, vous pouvez faire partie des 3 heureux élus qui recevront une de ces magnifiques pièces. Pour ce faire, c'est très simple, envoyez juste un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran avec pour objet « Je veux un Tropsou ». Mais ce n'est pas tout. Puisque cette monnaie n'est pas encore en circulation, sa valeur n'a toujours pas été définie. Elle le sera quand quelqu'un aura bien voulu l'accepter comme paiement en échange d'un bien ou d'un service. Vous avez donc une deuxième chance de pouvoir obtenir un Tropsou et de définir la valeur de cette nouvelle monnaie. Pour ce faire, dans le mail, vous pouvez me proposer un bien ou un service en échange d'un certain nombre de Tropsous. Et vous pouvez évidemment faire plusieurs propositions dans le mail. Par exemple, je t'échange une chèvre contre 5 Tropsous. Ne me proposez pas de chèvre.
J'ai pas la place dans mon appart. Ne me proposez pas non plus de l'argent, c'est pas rigolo d'échanger une monnaie contre une autre. J'accepterai l'offre qui me paraîtra la plus intéressante et ça permettra de fixer la valeur initiale approximative d'un Tropsou. Évidemment, je ferai une vidéo dédiée à ça. Vidéo qui sera également monétisée. J'aime bien l'argent. Donc n'hésitez pas, soyez créatifs, et dans tous les cas, vous aurez une chance d'être tiré au sort. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que pour cette émission, vous pouvez me proposer des sujets dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et si vous avez le temps, à faire un tour sur ma page Utip. On se retrouve très bientôt, Tropper out. Toss a coin to your trapper, oh valley of plenty. Oh, toss a coin to your trapper,